Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans Théma que nous consacrons à l'actualité au Mali. Vous l'avez compris, il s'agit des autorités intérimaires. Pour rappel, les autorités intérimaires sont prévues par les accords d'Alger signés entre le gouvernement du Mali et les groupes armés. Le sujet revient et attire presque toutes les attentions. Question, pourquoi l'installation des autorités intérimaires divise? Quels en sont les enjeux? Y a-t-il des incompréhensions autour de la question ou tout simplement un déficit de communication? Enfin, quelle solution pour la gestion de la crise du nord du Mali? Pour en parler, nous recevons Ibrahim Ikassa Mega. Monsieur Mega, bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Vous êtes assistant chargé de cours à la faculté de droit privé de l'Université des sciences juridiques et politiques. C'est bien cela, merci. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Merci. Et à ma gauche, Monsieur Furo Mega, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Mega, vous êtes de la plateforme. Oui. Merci. Voici pour le décor. C'est parti pour un débat de 45 minutes. Ma première question s'adresse à Monsieur Firoun. Monsieur Firoun, quelle est votre analyse ou lecture sur l'installation des autorités intérimaires? Oui, merci beaucoup. Merci à Africable. Je peux dire que l'installation des autorités intérimaires découle de l'accord. C'est une disposition de l'accord. À la signature, il est prévu une période intérimaire allant de 18 à 24 mois. Pendant cette période, des autorités seront mises en place pour essayer de conduire les affaires courantes, le retour de l'administration, ainsi de suite. Il y a un certain nombre de points qui ont été cités. En réalité, c'était ça. Et après cette période, seraient organisées les élections. Et cette période va être mise à contribution pour que les réfugiés rentrent au pays, pour que l'État, l'administration revienne effectivement dans ces premiers fondamentaux. Vous savez qu'il n'y a pas, exclusivement pour le Nord, les autorités administratives ne sont pas quasiment présentes sur l'ensemble de ces 5 régions. Donc, c'était une phase transitoire permettant de créer les conditions. Bon, d'autres l'interprètent comme, puisqu'il y avait à l'époque la MIEC dont on dit un programme qui va être mis en place par les partenaires pour essayer d'impulser, un peu donner un souffle pour ces régions, afin que par rapport à cette crise, qu'il y ait un niveau acceptable de relèvement précoce par rapport à des viviers, à des leviers qui sont donnés. Voilà comment c'était perçu, voilà comment nous l'avons accueilli à l'époque, parce qu'on se disait que bon, plus d'administration, pas de préfet, les maires et les autres, les collectivités n'arrivaient pas à travailler. Bon, mais s'il fallait revenir aux fondamentaux, il y aura ce gap qu'il faut toujours combler, et c'était l'occasion pour que des personnes, ressources du terroir, reviennent aux affaires et puis puissent équilibrer. Et après, bon, le processus normal va continuer. Voilà l'esprit à Alger. D'accord, voilà l'esprit et ça c'est votre position de la plateforme, monsieur le professeur Ikassa, universitaire. Quelle est aussi votre lecture de l'installation des autorités intérimaires? Ok. Merci bien Mohamed, merci à Firoun pour cette mise au point qui me laisse moi un peu sur ma faim, je l'avoue. Pourquoi? Parce que simplement, parlant de l'accord, on a comme l'impression que l'accord proprement dit a été simplement mis de côté et qu'on tente une application sélective de ces dispositions. On a dit des fondamentaux, mais revenons aux fondamentaux de l'accord. Qu'est-ce que ça dit? Entre autres, des autorités dites intérimaires, parce que je vais le signaler ici, on peut les appeler autorités dites intérimaires parce que le vocable autorité intérimaire ne se trouve pas écrit comme tel dans l'accord. Okay. C'est par analogie qu'on les a appelées autorités intérimaires et qu'une loi du 10 mai les a consacrées autorités intérimaires en remplacement des délégations spéciales. Mais ce que je voudrais simplement dire, aujourd'hui on se perd en conjecture presque. Pourquoi? Parce que simplement ce qui a été obtenu de l'accord signé entre les 15 mai et les 20 juin, cet accord-là dit bien de choses qui ne sont pas envisagées comme telles et qui sont des choses fondamentales pour la paix et la réconciliation tant recherchée au Mali. Donc il faudrait qu'on revienne. Si on se voit tirailler entre la mise en œuvre ou non, ou la composition ou
sous telle forme ou telle autre des autorités dites intérimaires, c'est parce que simplement l'accord n'a pas été appliqué comme prévu par cet accord. Je le dis simplement que cet accord, pour schématiser, prévoit dès sa signature un cessez-le-feu intégral. Ça veut dire que les hommes en âme sont désormais dans une logique de paix. Il n'y a plus d'affrontements armés, il n'y a plus d'agression, et qu'on ne se promène plus avec les armes. Entre-temps, la population malienne, la nation malienne est conviée à une conférence d'entente nationale pour comprendre l'essence même de l'accord, les enjeux, ainsi de suite, et décider de ce qui pourrait être le contenu exact, puisqu'il y a des cadres qui ont été fixés, mais le contenu, c'est la nation malienne qui est appelée à les préciser. Ce n'est pas le cas, et on devrait constituer des patrouilles mixtes entre les groupes armés désormais installés dans une logique de paix et l'armée malienne pour sécuriser les territoires nationaux et lutter contre le terrorisme. Ce n'est pas fait. Dans ce sillage, l'administration malienne et les services sociaux de base devraient regagner leur place en même temps que les conseils des collectivités territoriales, communes, cercles, régions, devraient retourner parce que la quiétude allant, donc ils devraient pouvoir s'installer. Ce n'est pas le cas. L'État aussi devrait prendre des engagements pour relire et la Constitution et les lois pertinentes qui devraient être identifiées pour modification. Cela n'a pas été fait dans l'ordre qui devrait être. Et finalement, c'est quand il n'est pas possible d'installer les organes étatiques ou les organes élus qu'en ce moment, on pourrait envisager des autorités dites intérimaires. Vous voyez que ça vient carrément en dernier lieu dans cette séquence-là. Et donc, on veut commencer par cela. Pour quelles raisons, je pense qu'on pourra en discuter. D'accord. Monsieur Firoun, oui, parce que vous avez dit que c'était l'esprit de l'accord. Est-ce qu'à dire aujourd'hui que l'esprit a changé? Oui, je reviens déjà, je dis que c'était l'esprit, parce qu'il faut être dans le processus de négociation à Alger, les différents parcours, les dessous et ce qu'on ne peut pas dire et ce qu'on a dit pour être en mesure de comprendre quel est l'esprit qui prévalait à l'époque. Je vois du point de vue d'un juriste, effectivement, qui est très constitutionnaliste, qui regarde les choses telles qu'elles sont. Oui, je suis très d'accord, c'est comme ça sa vision. Mais non, nous sommes dans un accord pour la paix. Ce n'est pas un accord de paix. Le pacte national a été un accord de paix. Les dispositions telles qu'il l'a dit ont été prévues au préalable. Dès que l'accord a été signé, le cessez-le-feu a été mis sur l'ensemble du territoire. Vous avez eu le cantonnement, le désarmement, le processus a été. Et là, il faut comprendre quand même que la souveraineté de l'État était en partie sur l'ensemble du territoire. Nous sommes partis à Alger négocier à un moment où le pays était divisé en deux. Ça, c'est un. Il faut prendre ça en compte. De deux, il n'était pas possible pour nous à l'époque, ce n'était pas évident qu'on pouvait revenir avec un État uni, puisque les rapports de force étaient tels que nous partions effectivement pour sauver le Mali, mais nous partions aussi pour discuter. Et quand on discute, bon, vous donnez, vous recevez aussi. Il y a ces aspects. Troisièmement, je dis que l'accord tel que nous l'avons finalisé à Alger, c'était un compromis, ils l'ont vidé, ils ont arrêté, et on a dit, bon, c'est un accord pour la paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous prenons des dispositions pour être d'accord que les principes et les engagements sur lesquels nous sommes entendus, c'est des principes cartésiens qui ne peuvent pas changer. L'unité du pays, le caractère laïque du pays, la reconnaissance de l'État du Mali en tant qu'État par l'ensemble des partis, et puis aller à la négociation. Maintenant, les questions qui sont des questions qui peuvent revenir dans un débat inclusif, interne, peuvent aller. Donc c'est un accord qui va en tenant compte effectivement de ce qui n'a pas été vidé à Alger. Et il faut bien le comprendre ici. Alors, dans l'accord, ils ont dit effectivement, puisque l'État n'étant pas présent sur le territoire, et puisque les mouvements aujourd'hui ont occupé des zones, et quand on parle de désarmement directement, est-ce que l'État avait les capacités opérationnelles réelles pour se redéployer sur l'ensemble des territoires du Nord? Ce n'est pas possible. Les dispositions dans lesquelles l'État malien était, est-ce que la communauté internationale pouvait se substituer à l'État malien, à l'armée malienne, pour refaire ce travail? Non, il y a une question de souveraineté qui se pose. Donc, il faut que les partis, qui sont des Maliens, qui ont accepté cette fois-ci, qui sont ensemble, acceptent et ensemble fassent un déroulé. Le problème, c'est le chronogramme, comme il vient de dire. Le chronogramme, à l'époque, c'était un chronogramme. Dans tout accord, il y a un chronogramme.
Mais jamais de la vie, je n'ai pas vu un accord dans le pays où le chronogramme a été respecté à la lettre. D'abord parce qu'on a donné un programme, un chronogramme, et le premier couac, c'est qu'une partie a signé à un moment, une autre partie a signé à un autre moment, ce qui influe déjà sur le chronogramme. Dans l'esprit de l'entente, dans l'esprit des autorités intérimaires. La question aujourd'hui, on lui a donné un autre, c'est-à-dire qu'une autre connotation, une autre chose qui n'avait pas du tout besoin de ça. Quand la jeunesse de Gao marche pour dénoncer les autorités intérimaires, l'opposition démocratique, on l'a vu aussi, marcher contre les autorités intérimaires, est-ce que quelque part, soit il y a un problème de communication? Oui, depuis Alger, on s'attendait à ça. Depuis Alger, en fait, le fait même d'organiser Ouaga, et que Ouaga a été quelque chose de très positif, et après, on a évolué sur Alger, il y avait deux sons de cloche. On était à Ouaga, on est parti, et après on a dit, bon, on va à Alger, parce qu'il y a d'autres. Il y a des questions qui nous dépassent, peut-être qu'on ne va pas le voir, quelles sont les raisons profondes. Ça, c'est un. Deux, la classe politique elle-même, depuis l'occupation, a voulu peut-être que son armée aussi vaillante, comme on le dit, je le reconnais aussi vaillante, recouvre sa souveraineté par ses propres moyens, ce qui était très difficile, puisque nous étions presque à Mopti, et bien presque à Bamako aussi. Donc, il faut comprendre ça. L'opposition était dans son droit en tant qu'opposition. Ceux qui s'étaient invités à Alger, il y avait aussi beaucoup de plaintes des communautés, des populations qui sont senties un peu exclues parce que ça n'a pas été ça. Ça, c'est de la responsabilité de ceux qui, à l'époque, nous sommes des mouvements. Le gouvernement est là, les communautés internationales sont là, c'est à eux d'organiser. Nous faisons notre possible pour qu'il y ait une plus grande représentativité. Mais vous, c'est la plateforme. Nous, c'est la plateforme. Nous, c'est la plateforme. Et la plateforme, déjà, je vous dis, ça a été un parcours de combattant. D'accord. On va revenir après. Professeur Ikassa, vous rebondissez par rapport à ce qu'il vient de dire? Effectivement, je rebondis et j'ai dit, je suis juriste, bien sûr, mais ce que je constate, il y a un vice de procédure dans la mise en œuvre de l'accord, c'est clair. Et c'est patent. Alors qu'il était très facile de faire ce qui ne posait pas problème. Le gouvernement de la République du Mali représente la nation malienne, c'est patent, c'est évident. Les groupes armés qui ont attaqué le Mali prétendent l'avoir fait au nom de leur communauté. Les groupes d'autodéfense que M. Firon représente ici aussi clament qu'ils défendent leur population. Et il se trouve que c'est la même nation malienne et qui est invitée par l'accord à s'asseoir autour des principes qui ont été déclarés d'accord pour avoir une compréhension commune justement de ce qui a été dit à Alger et Alger où n'était pas présent justement l'écrasante majorité des Maliens, c'est juste, peut le dire en le disant comme ça, mais c'était leur droit de savoir quelque chose qui est censé engager l'avenir du Mali devrait être largement partagé avec ces populations maliennes. Maintenant, ce qu'on ne nous dit pas et qui pose problème, on clame l'unicité du Mali. Une république unique et indivisible, c'est clair. On parle aussi de l'inclusivité. Ce sont des principes clairement déclamés dans cet accord-là. Maintenant, en quoi cela empêche qu'on invite la population malienne à venir à une compréhension commune de l'accord pour dire, voilà, nous sommes allés sous l'égide de la communauté internationale à l'extérieur du Mali, vous apportez ce projet d'accord que nous avons signé par devant la nation malienne, voilà ce que ça contient, voilà ce que ça va engager en termes de l'avenir politico-institutionnel, sécuritaire, développement socio-économique du Mali. Ça devrait être entendu comme ça. Les gens disent, ah, désormais, voilà, nous aurons peut-être une quatrième république au Mali. Parce que la constitution va être relue, si on s'en tient à l'accord. Les lois fondamentales, l'organisation de l'État, le principe de libre administration des populations va changer, puisqu'on veut conférer aux populations, à travers leurs organes élus, des pouvoirs exorbitants. L'État ne désignera plus les chefs de l'exécutif des collectivités territoriales, des régions, certes communes, mais c'est les populations qui les éliront au suffrage universel direct. Il faudrait qu'on fasse comprendre ça aux gens.
Et les autorités intérimaires qu'on s'apprête à installer et qui posent problème aujourd'hui, est-ce qu'on a pu expliquer un temps soit peu à la nation malienne que ces autorités intérimaires remplacent et les actuels conseils régionaux, conseils de cercle, conseils communaux respectivement, ils les remplacent autant qu'ils remplacent les gouverneurs, les préfets et sous-préfets auprès des communes. Ils seront les chefs des exécutifs respectifs des collectivités. Je pense que les gens ne comprennent pas ce qui se joue là. Okay. Maintenant, si c'est parce que l'administration n'a pas pu retourner à cause de l'insécurité, je pense que ce n'est pas dans les seules régions dites du Nord. Vous voyez, une bonne partie de la région de Mopti est concernée. Une bonne partie de la région de Ségou aussi. Nampala, Diabali sont à côté, et même la région de Koulikoro sont concernés. Et pourquoi on ne parle pas? Ce qui se cache dessous, on a un relan de partage de pouvoir entre le gouvernement de Mali et ceux qui ont pris les armes contre l'État. C'était l'objectif, en tout cas, on a la nette impression que c'est cela qui est recherché. On a fait la guerre pour avoir un pouvoir, une sorte d'autonomie. Une prime à la rébellion. Une prime à la rébellion qui, en fait, je touche du bois, ne doit pas être encouragée du tout parce qu'il y a bien d'autres communautés. Il y a bien d'autres communautés dans ce pays et je pense qu'on doit faire très attention et rendre la chose nationale plutôt que de le cantonner dans une sorte de processus de division du pays qu'on crée dans le mental des gens et qu'on concrétise à travers des faits qui sont là devant nous et qui nous font peur. Voilà. Monsieur Firoun, vous avez parlé de l'unité nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression qu'avec l'installation de ces autorités intérimaires, ça peut un peu jouer sur l'élan de l'unité nationale du Mali? Oui, je reviens un peu. Je ne peux pas dépasser ça. Il a dit, nous avons eu l'impression, heureusement, que c'est une impression. Heureusement, ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas une réalité. Moi, je ne pense pas que ce soit une réalité, que les Maliens perçoivent cette prédisposition de l'accord comme une forme ou bien détournée de pouvoir, avoir une parcelle de pouvoir parce qu'on aurait pris les armes, ainsi de suite. Moi, je n'ai pas pris les armes pour avoir un privilège, une partie de pouvoir, ainsi de suite. Non. Je partage cette vision de mon pays, je suis malien, je suis nationaliste, et je pense que je me bats pour ma communauté et je me bats chaque fois que je vois que les intérêts du pays sont en danger et je fais ma partition. Les intérêts du Mali ne sont pas en danger? Mais bien sûr, on peut dire qu'elles sont en danger parce que le Mali a été occupé par les deux tiers. Il n'y a pas plus danger que ça, que le Mali perde une partie de sa souveraineté sur le terrain. Deuxièmement, la mise en œuvre de l'accord, c'est très clair. C'est le gouvernement du Mali qui a pour mission de mettre en œuvre cet accord. Nous sommes partis négocier. Mais c'est au gouvernement du Mali. Et je regrette peut-être que s'il y avait le gouvernement du Mali ici, il saura peut-être répondre à ces questions-là, parce que c'est de sa responsabilité de communiquer, de créer une stratégie de communication, de faire comprendre aux populations les enjeux, les dessous, ainsi de suite, pour que les populations... C'est vrai qu'il y a eu des missions de sensibilisation, d'information sur l'accord, les mouvements l'ont fait ailleurs, nous-mêmes nous sommes partis sur le terrain pour le faire. Ça a été peut-être suffisant ou pas suffisant, je peux le dire. Mais ça, c'est la responsabilité de l'État malien qui a signé l'accord avec les autres partenaires pour dire voilà ce que ça veut dire. Mais personnellement, les mouvements en ce qui concerne la plateforme et à l'intérieur de la plateforme en ce qui concerne les mouvements d'autodéfense, nous avons été tels que nous sommes, très régaliens, égal à nous-mêmes et en partageant avec nos populations la réalité du terrain. Ça, il faut le dire. Peut-être que la notion de l'autorité intérimaire telle que perçue dans l'accord, dans sa perception aujourd'hui, comme il l'a dit, et cette flexibilité, ce glissement qui a amené une certaine incompréhension au niveau des populations à comprendre. Parce que comprenez que l'occupation a créé des instincts. C'est vrai que ça crée des instincts. Pour certains qui sont du Nord, qui sont maliens et qui ont quitté parce qu'ils ne pouvaient plus supporter, bon, ils étaient dans le désarroi, le pays est parti, quoi. Il y a le cas du Soudan du Sud, il y a des cas d'autres pays, la communauté internationale est venue, il y a des agendas qu'on ne contrôle pas. Le Mali est le maillon faible par rapport à la zone au Sahel. Nous avons tous ces phénomènes qui se passent. Donc, il y avait tous les prémices qui peuvent croire que nous pouvons être dans ce danger, et ça, je suis d'accord avec tout Malien, d'avoir la même position que Maître.
en disant, effectivement, les supports qu'on nous a donnés, le support de communication ne nous met pas en confiance dans la logique de ces autorités intérimaires. En tant qu'autorité intérimaire, effectivement, la loi qui a été votée à l'Assemblée, il l'a dit, c'est très clair. Simplement, pour ce qui concerne les régions du Nord, il y a une entente qui est venue se greffer, je me rappelle très bien, et ça fait aussi une autre confusion, puisqu'il n'y a pas une communication tout autour. Je suis parfaitement d'accord qu'il faut communiquer, il faut que les populations comprennent les enjeux, mais je ne voyais pas à l'intérieur des autorités intérimaires un danger en tant qu'autorité intérimaire, puisqu'elle remplace les délégations spéciales. C'est une prédisposition. Maintenant, je pense qu'il faudrait que je me saisisse de ce point, oui. Mohamed, c'est que, en fait, la loi est prise pour prétexte, pour mettre en œuvre les autorités intérimaires telles qu'elles nous sont présentées aujourd'hui. La loi n'est qu'un prétexte. Mais la loi du 10 mai et son décret d'application du 18 mai 2016 ont été allègrement mis de côté. C'est clair, parce que ces décrets et lois ne disent pas que dans les modalités d'installation, que ces autorités intérimaires seront désignées par le triptyque gouvernement, plateforme et coordination. Non, ce n'est pas dans la loi. La loi a été travestie, une entente que moi je qualifie toujours d'inconstitutionnelle, d'illégale, parce que dans notre ordonnancement juridique, il n'y a pas l'entente. Nous avons une constitution, nous avons des lois, nous avons des décrets, nous avons des ordonnances, des décrets et autres arrêtés, mais nous n'avons pas l'entente. Mais cette entente qui a été signée le 19 juin dernier prétend prendre la place d'une loi et rajoute des choses qui ne sont pas contenues dans la loi du 10 mai. Donc d'où, moi, ma réserve à dire, bon, on prend référence à la loi modificative du Code des collectivités en date du 10 mai 2016. Non, ça, je ne peux pas le prendre parce que je suis juriste et je vois que cet aspect-là a été travesti. C'est une entente. Il a parlé des enjeux, des non-dits. Est-ce qu'il y en a des non-dits dans cette Parfaitement. histoire? Moi, les non-dits, je pense que je peux le sentir à s'en tenir simplement aux décrets qui ont été signés à l'issue du Conseil des ministres extraordinaires du vendredi dernier. C'est de dire simplement que on prend une minorité d'hommes en armes. C'est uniquement quand vous prenez le listing sur les décrets, c'est des gens en armes qui sont là et à qui on confie une autorité politico-administrative pour gérer les populations qui, je le précise, n'ont jamais rien demandé de cela. Ces populations, il faut le dire, et on ne fait même pas de distinguo entre là où les conseils élus continuent leur mandat conformément à la loi qui proroge les mandats de tous les conseils élus au Mali. Nous sommes d'accord? À Bamako, Kai, Sikasso, okay, comme à Kidal ou Menaka, les mandats sont légalement prorogés jusqu'aux prochaines élections. Maintenant, dans l'installation qu'on est en train de faire des autorités intérimaires, on ne se demande pas, est-ce que l'Assemblée régionale de Gao, telle qu'élue à l'issue des élections communales de 2009, fonctionne ou pas? Est-ce que celle de Tombouctou fonctionne? Est-ce que celle de Kidal fonctionne? On ne se pose pas la question. On installe allègrement des autorités intérimaires alors que les conseils élus sont pleinement là en train de travailler depuis la crise de 2012, comme dans le reste du Mali d'ailleurs. D'accord. Donc pour vous, ça c'est une incohérence? C'est une incohérence. On ne fait pas de distinguo. Cette position de Ibrahim Ikassa Mega? Oui, j'entends maître le dire. Pas maître, hein, il est juriste. Monsieur Mega. Oui, monsieur Mega. Bon, très bien, moi j'ai toujours pensé que vous êtes avocat. Non. Ok, d'accord, excusez-moi. Bon, de toutes les façons, si j'ai dit maître, c'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est la même famille judiciaire. C'est des grands avocats. Voilà, le président de la plateforme, c'est un maître, donc c'est un de ses frères, donc il n'y a pas de problème. Non, sur cette question-là, je ne vais pas beaucoup m'étaler. Simplement, il y a des principes qu'il développe, qui doivent cadrer avec ce que normalement les citoyens lambda maliens, l'homme de droit, ainsi de suite, doit apprécier par rapport à ça.
Un accord se négocie, un accord c'est entre des individus, un accord c'est une autre façon de voir comment est-ce qu'on arrive à un résultat. Et en étant dans la ferveur de cette négociation, je pense qu'il y a des points tels qu'il a avancé aujourd'hui qu'à Alger ne pouvait pas faire force d'écoute, simplement parce que ce n'était pas à l'ordre du jour, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas dire à quelqu'un, bon, ce que vous êtes en train de faire, c'est pour vous-même, ce n'est pas les populations, au moment où les populations elles-mêmes se cherchent. Donc, je comprends très bien, il faut qu'on comprenne le contexte dans lequel cela a été fait. Donc, pour vous, à qui profite l'accord? L'accord profite à tous les Maliens. Parce que Ibrahim dit que les populations ne sont pas impliquées, les populations n'ont rien demandé, et vous dites que l'accord c'est pour tous les Maliens. Non, Ibrahim dit que les populations n'ont pas demandé, il est dans son droit de dire que les populations ne sont pas demandées. Quand Gao semblait être occupé, nous autres qui étions là, nous avons aussi collaboré avec les populations, nous avons fait des analyses, nous avons pris des dispositions. Quels sont les éléments qu'on a fait venir à Sévaré pour leur dire d'éviter ce qui était arrivé en 1992, lors du pacte national, ce qui nous a amené à beaucoup d'autres choses. On a pris des réserves, nous avons pris des dispositions pour que ceux qui peuvent rester restent, pour essayer de se sacrifier par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin de dire aujourd'hui, parce que bon, la paix, même si elle n'est pas totale, aujourd'hui il y a des prémices qui montrent qu'il y a espoir que le Mali se retrouve. Donc il y a beaucoup de choses qui sont des sacrifices. Il y a espoir aujourd'hui. L'espoir est permis, mais Sandy Kourowashi, donc, comme on le dit, quoi, quand tu es sous la pluie, même si tu suis, on ne peut pas le savoir. Et je pense que nous sommes dans cette période-là. Et moi je me dis que peut-être, ce que je peux peut-être dire... Vous ne parlez pas, la plateforme ne parle pas le même langage que la jeunesse de la région de Gao. Non, la jeunesse de la région de Gao, ce n'est pas... Nous parlons presque le même langage parce que nous développons, c'est pour les intérêts de nos populations. Il y a seulement à deux niveaux. La jeunesse de Gao, elle a été une jeunesse d'autodéfense, elle a été une jeunesse que nous avons soutenue pour l'autodéfense. Nous avons des frères, des sœurs qui font partie. Nous avons des gens qu'on a amenés pour faire ce même exercice. Nous avons des frères qui sont restés et qui étaient en relation avec nous sur la stratégie à faire sur le terrain. Même quand l'occupation y était, on n'était pas étrangers par rapport à ça. Deuxièmement, nous avons signé l'accord. La jeunesse de Gao n'a pas signé l'accord. Ils n'étaient pas dans les pourparlers. Donc, ça veut dire que quand vous prenez quelque chose dans lequel vous n'avez pas été pris en compte, ou bien parce que vous n'étiez pas un mouvement consigné, et que vous voulez que cette chose se fasse selon votre point de vue, il y a problème. Mais nous pensons qu'un cadre de communication de gauche à droite est en mesure d'équilibrer et de mettre effectivement à nu la bonne intention. La bonne intention et du gouvernement malien, de la communauté internationale, aussi bien que des signataires, que ce soit la plateforme ou la SEMA. Parce qu'on savait qu'à l'époque, ceux qui venaient à Gao, quand on nous téléphonait, quand on était là-bas, c'était vrai que c'était la fédération. Moi, on m'appelait la nuit à 1h du matin, Firoun, on m'a dit que c'est la fédération. Est-ce que c'est vrai? J'ai dit, si c'est la fédération, je ne reviendrai pas au Mali. D'accord. Ce n'est pas la fédération, on n'en est pas là pour le moment. Voilà. Professeur Ikassa Mega, à qui profite l'accord? L'accord, je le dis et je pèse mes mots, l'accord profite aux hommes armés. Point. Parce que ces hommes armés, ceux qui n'ont pas pu avoir avec les armes, ceux qui n'ont pas pu avoir en régnant la nationalité malienne, ça ils l'ont fait. Ceux qui n'ont pas pu avoir en attaquant le Mali, en pillant, en tuant, en violant, on a tout vu, en égorgeant. Maintenant, on leur donne ça sur un plateau d'or par la loi, prétendument. C'est ça, ça profite à eux. En fait, et j'en veux pour preuve, c'est des groupes armés. Et je pense que leur centre d'intérêt devrait être la sécurité du Mali, la quiétude des populations maliennes, la lutte contre le terrorisme, a priori. Et après, on dit, ok, nous avons signé un accord, l'accord est là, l'accord a quelques varelles juridiques, ok, il faudrait juste l'habiller, lui donner un habillage juridique correct au Mali. Ok, c'est ça, c'est un accord qui a été signé. Moi j'ai dit jusqu'à preuve du contraire, cet accord, moi je ne connais pas son statut juridique dans la réglementation malienne. Il y a des dispositions qui engagent l'État, qui engagent des populations maliennes, qui engagent des groupes armés et autres, mais il faudrait simplement dire que c'est comme, par exemple, pour vous, l'accord n'a pas été bien négocié. N'est pas passé par les procédures constitutionnelles au Mali pour son intégration dans le corpus juridique du Mali. Nous sommes d'accord, et c'est facile de le faire. Quand, par exemple, des groupes de pression comme les syndicats vont à la grève, paralysent les services publics et autres, et obligent l'État à venir négocier avec eux, conviennent sur un protocole d'accord,
Mais ce n'est pas ce protocole d'accord qui, en tant que tel, va être appliqué. Dans ces dispositions, on va modifier la loi sur le code du travail, la loi sur le code des impôts pour alléger la fiscalité des salaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez un peu. Donc, il faudrait que... Il y a matière à révision. Il y a matière. Et il suffit juste, si on est de bonne foi, au moins, par rapport à ce que l'accord a dit, c'est simplement de dire, OK, nous nous asseyons autour de l'accord. Bon, toute la population malienne, dès qu'Aya Kidal sera concernée, envoyez vos représentants. De tous les corps sociaux, les couches sociales, tout le monde sera représenté. Voilà ce qu'on vous a apporté. Quelle est la compréhension que vous avez de ça dans tel ou tel aspect des choses? Voilà ce qui va nous engager, okay, par rapport à la conscience, par rapport à l'organisation politico-administrative de l'État, ainsi de suite, aux institutions. Est-ce qu'il nous faut un Sénat ou bien un Haut Conseil des collectivités renforcé? L'accord propose les deux. Il faut faire un choix. Il faut modifier la Constitution en conséquence, ou les lois sur les codes des collectivités. Ça, c'est un travail Et les spécialistes vont se saisir de chaque question dans son domaine. Vous êtes d'accord? Et on le fera en matière de réforme du secteur de sécurité. Les groupes armés, l'armée malienne et les experts de tous bords vont se mettre ensemble pour réfléchir sur notre nouveau système de sécurité et de défense. C'est ce qui devrait être fait, mais le partage du gâteau, c'est un pouvoir politico-administratif. J'ai cette nette impression parce qu'on ne s'intéresse pas à autre chose. Le partage du gâteau, c'est aussi votre position? Mais non, ce n'est pas ma position, parce que ce qu'il dit, c'est très facile. C'est très facile. Moi, je pense que le Mali est parti à cette négociation en tant que pays souverain, pays républicain, même si elle a connu des hauts et des bas. Et je pense que les cadres, les femmes et les hommes qui sont partis au nom de ce pays pour aller négocier sont partis en tant que responsables. Et dans ce groupe-là, vous avez toutes les corporations. C'est vrai qu'il y a ceux qu'il est en train de démontrer aujourd'hui comme faiblesse. Il y avait des juristes, il y avait des constitutionnalistes du côté du gouvernement, il y avait des responsables, il y avait l'État malien. Deux, les hommes qui ont pris les armes. Je voulais bien qu'ils voient les deux. Nous sommes républicains, nous avons défendu le Mali, nous avons défendu l'État de la nation, nous avons pris les armes pour ça. Nous sommes différents de ceux-là qui ont voulu la partition, donc il faut pas qu'il y ait amalgame. C'est vrai, ceux qui ont voulu l'autonomie, la fédération, qui sont revenus, qui étaient des frères, depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui, on continue, on sait, la lecture, ce que ça peut dire, je peux comprendre. Mais c'est eux qui sont privilégiés dans l'installation des autorités intérieures qu'on nous propose là. Oui, non. Aujourd'hui, c'est eux qui sont privilégiés. Non. Maintenant, quant aux personnes, je parle bien, quant aux personnes, je parle d'autorité intérimaire, tel que l'accord le dit. Est-ce que vous avez des représentants au niveau des autorités intérimaires? Mais non, ça c'est la plateforme. Non, ça, et dans quelle proportion? Non, ça c'est une bonne question. Ça, c'est une autre dimension. Quand nous sommes venus par rapport à l'entente et quand nous avons discuté sur les autorités intérimaires et notre vision dans l'entente pour les mettre en œuvre, nous avons peut-être eu à ce moment des idées partagées. Moi, je ne suis pas aujourd'hui la personne qui soutient ce qui a été pris comme décision par Maître Harouna. Non, je ne m'inscris pas là-dedans parce que ce n'était pas ma logique. Ce n'est pas parce que je ne suis pas pour les autorités. Oui, c'est des dispositions de l'accord. Je suis signataire de l'accord, je suis de là-dedans. Mais la procédure, par exemple, pour désigner X ou Y, je n'étais pas associé, je ne le savais pas. Et comme ça, le jour où j'ai appris, j'ai eu la même réaction que toi, que je ne m'inscris pas là-dedans. Ça, c'est différent d'avoir une autorité intérimaire. Donc, il faut faire la part des choses. Voilà. L'autorité intérimaire, ce n'est qu'une disposition de l'accord. La mise en œuvre de l'autorité à travers les ressources humaines pour la mise en œuvre de cette autorité, c'est une autre chose. Et je pense que si on se saisit du deuxième pour critiquer l'autre, là, je pense qu'il faut faire quand même la part des choses. Il y a l'opposition qui dit que si toutefois les autorités intérimaires sont mises en place, il y a un risque de partition du Mali. Bon, moi... C'est pas tant, moi, je le confirme. Professeur, on lui donne la parole, il réagit. Oui, risque de partition du pays. La question... Est-ce que vous avez envisagé ça au niveau de la plateforme? Mais non, moi je ne pense même pas que nous, en tant que mouvement de la plateforme, CMFPR, notre combat ne serait vain. Donc, si réellement on venait à constater nous-mêmes que le pays est partagé. Ça veut dire que nous n'avons pas pris les armes pour l'intérêt de ce pays, pour l'unité de ce pays, pour autre chose. Ce qui sous-entend que demain ou après-demain, l'État malien nous verrait en tant qu'un autre belligérant. Contre d'autres, ceux qui ont voulu prendre. Donc rassurez-vous que nous ne sommes pas dans des prédispositions pour dire que nous acceptons le partage. Quelles sont les dispositions que vous avez prises à votre niveau pour cela? Non, les dispositions sont... Aujourd'hui, nous avons l'accord avec le gouvernement, la communauté internationale et les mouvements.
dans un cadre bien collégial qui est le comité de suivi de l'accord, qui est le CSA, avec ces structures qui ont été demandées. Vous avez aujourd'hui la création d'un certain nombre de supports, que ce soit le CNCA, le Conseil national pour le suivi de la mise en œuvre de l'accord, que ce soit les prédispositions dans l'accord qui trouvent la création de la Commission nationale DDR, la réforme et la commission d'intégration pour pouvoir mettre. Tout ça, c'est des accessoires qui ont été mis en place et nous sommes en train d'analyser et de mettre en œuvre ces accessoires à travers maintenant les ressources réellement qui doivent être qualifiées. Si maintenant ces ressources ne répondent pas, il est effectivement de la responsabilité de tout citoyen pour dire si c'est fait pour que vous-même vous le fassiez, je comprends. Si nous qui l'avons fait, nous venons nous-mêmes pour le faire pour nous-mêmes, il va avoir la même impression. Mais donc, si c'était partagé, je ne pensais pas que la lecture serait là. Vous restez vigilant, c'est ça? Non, nous sommes vigilants, nous sommes obligés d'être vigilants. D'accord. Professeur Ikassa Mega, l'opposition parle de partition du Mali si toutefois les autorités intérimaires sont mises en place. Est-ce que c'est aussi votre position? Moi, je l'ai dit, on a tout l'air que c'est le cas. Parce que à s'en tenir à la composition proposée des autorités intérimaires dans les différentes régions, on voit qu'il y a une forte présence des groupes armés rebelles qui ont, j'ai dit, dans leur temps, régné le Mali et qui n'ont jamais démordu de leur intention d'avoir une certaine autonomie. À défaut de partition ou de fédération, c'est d'avoir une large autonomie. Donc maintenant, on prend le pouvoir politico-administratif des collectivités territoriales, au moins des régions, qu'on leur remet entre les mains. Donc qu'est-ce qu'ils en feront? C'est simplement de faire valoir leurs premières intentions. On a tout là, mais parce que rien n'est là pour les en empêcher. Parce que le gouverneur aujourd'hui, quand les autorités intérimaires seront installées, n'aura qu'un pouvoir très minime de consultation. Il va donner juste son avis et l'administration malienne aura un pouvoir de contrôle a posteriori des actes qui seront posés par les autorités intérimaires et qui sont exécutoires. La reine d'Angleterre. Bon, la reine d'Angleterre, c'est autre chose, mais aujourd'hui, c'est une décentralisation très poussée, une quasi-autonomie, parce que ce qui est dangereux, c'est que ces autorités intérimaires, c'est des autorités, donc ça veut dire c'est la force, c'est l'État, c'est le pouvoir. La puissance publique. Qui repose sur quoi normalement? La force de coercition, qui est la sécurité, l'armée, et qui aujourd'hui malheureusement n'appartient pas à l'État dans ces régions. Je pense que Kidal est l'exemple typique de la situation. On installe des autorités intérimaires, il y a l'État malien n'attire ni la sécurité, ni la défense, ni rien, c'est plutôt les groupes armés qui sont présents. C'est un mini-État, qu'on le veuille ou pas, parce que c'est ça. Les constitutionnalistes définissent l'État comme un pouvoir politique qui s'exerce sur une population, sur un territoire donné. Donc le pouvoir politico-militaire et administratif est là, autorité intérimaire, avec les groupes armés jusqu'aux dents, et la population est là, sous leur coupe, et ils gèrent les affaires courantes. L'État n'a aucun mot à dire, et je préfigure que le représentant de l'État, et c'est comme ça qu'on l'appelle, le gouverneur des régions, désormais on l'appelle le représentant de l'État, au sein de l'autorité intérimaire, serait là juste dans un petit bureau poussiéreux. On lui demande quand on veut. Et il n'a aucun moyen d'influer sur quoi que ce soit. C'est une autonomie qui ne dit pas son nom. Voyons les choses de façon concrète. Maintenant, ce qui me convainc que c'est le cas, c'est qu'il y a tellement de points cardinaux dans l'accord que la question des autorités intérimaires n'est qu'une infime partie de la chose. Pourquoi on se focalise que sur ça? Simplement parce que ça leur donne des pouvoirs, une certaine autonomie que Dieu nous en garde. Est-ce que notre gouvernement est conscient que, c'est-à-dire, c'est des prérogatives, qu'avec ces autorités intérimaires, les groupes armés ont plus de prérogatives? C'est une bonne question, je n'en suis pas sûr. À moins que ça ne soit voulu, ce qui m'étonnerait. Sinon, c'est évident que c'est ce qui arriverait. Et si, un temps soit peu, on prenait la peine d'expliquer ce qui se trouve dans l'accord, et qu'on propose à la nation malienne cette question d'autorité intérimaire, à ce stade, il y aurait un levé de bouclier, c'est clair. Parce que les gens ne comprendraient pas. L'essentiel étant notre sécurité, notre défense, la lutte contre le terrorisme et le redéploiement de l'administration et des services sociaux de base, c'est ce qu'on devrait faire d'abord. C'est quand les autorités en place n'arrivent pas à se constituer,
qu'on pourrait penser éventuellement à installer des autorités intérimaires. Et j'ai dit, ce faisant, les déplacés, les réfugiés vont revenir, les listes électorales seront toilettées, nettoyées, et on pourra même programmer ces élections-là. Ok. Voyez-vous bien, l'accord a été signé depuis 16-17 mois aujourd'hui. On aurait dû peut-être terminer avec cette question de période intérimaire. Si les dispositions avaient été prises allègrement. Mais on se refuse à les faire et je ne sais pas pourquoi. Mais, écoutez, je comprends. Ça n'est pas optimiste. Non, mais je le comprends bien. Il est dans son exercice, je comprends très bien. Je ne peux pas prendre cette question de l'accord avec autant de, excusez-moi du terme, mais je pense que c'est le même, autant de légèreté, quoi, pour comprendre que tout est possible parce que ça n'a pas été ça, parce que les dispositions de l'État n'ont pas été. C'est comme ça, comme vous l'avez parlé de l'opposition, c'est vrai. Je sais que la position de l'opposition, son inquiétude, ça a été ça. C'est un gouvernement qui a été mis en place, qui a été négocié, peut-être qui n'est pas revenu avec le gros morceau en disant effectivement nous avons eu ça et que basta, c'est fini, les gens sont rangés dans les trucs, l'État continue. Le Mali a changé, le Sahel a changé, notre sous-région a changé. Aujourd'hui, même Gao a changé parce que même s'il n'y a même pas d'autorité intérimaire, telle que la structuration de la vision de la gestion des affaires de la région se présente aujourd'hui à travers l'évolution de cette jeunesse, des courants qui sont en train de faire, ça ne va pas répondre à ce qu'on connaissait par le passé. Donc il faut se dire que je pense qu'il faut être confiant, je pense qu'il faut croire à l'accord. Je ne peux pas dire que l'accord est parfait, je l'ai toujours dit, et même sur certains trucs, il n'y a pas quelque chose de parfait. Quand nous étions à Alger, je sais dans les conditions dans lesquelles nous sommes arrivés à Ouaga, nous avons, en tant que Maliens, en tant que mouvement, nous sommes partis à Alger, nous n'avons pas été aussi pour courber les chines. Nous avons défendu ce qu'on pouvait défendre, et puis on est revenu. Le reste, c'est un accord pour la paix. On avance, on négocie, on voit ce qui est possible, ainsi de suite. Il y a un point qui a été soulevé parce qu'aujourd'hui, les ressources humaines qui ont été utilisées... Rapidement, on me signale que nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Bon, d'accord. Donc, je vais juste dire, sans finir, que bon, il y a de l'espoir, il ne faut pas que les gens se désespèrent. D'accord, un dernier tour de table sur les solutions. Aujourd'hui, le Mali est encore en crise. Monsieur le professeur Ikassa, quelles solutions pour panser les plaies, les blessures, cicatriser les blessures? La solution, très rapidement, pour moi, c'est de revenir à l'accord. Revenir à l'accord, ça veut dire soumettre à l'accord à la compréhension du peuple malien, à la compréhension de la nation malienne et à son approbation. D'accord? Et maintenant, c'est de définir les modalités de mise en œuvre, de responsabiliser et l'État, les groupes armés, la communauté internationale, chacun en ce qui le concerne, et de pouvoir dire voilà quelle voie nous allons prendre. De procéder très rapidement à la mise en œuvre du mécanisme opérationnel de coordination qui contient les patrouilles mixtes. Ça, c'est tellement facile de désigner au sein des groupes armés les hommes aguerris, les anciens militaires déserteurs qui connaissent le métier des armes, qui se mettent avec l'armée malienne pour sécuriser les territoires nationaux. Je pense que ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier et ça peut être fait. Il suffit d'un peu de volonté pour le faire. Et l'État va identifier au sortir de la conférence d'entente nationale, les chantiers de révision constitutionnelle et législative, nous sommes d'accord donc pour faire ce travail en associant toutes les parties prenantes, nous sommes d'accord, y compris les représentants des communautés nationales, et de pouvoir redéployer l'administration, les services sociaux de base, nous sommes d'accord, et de pouvoir procéder au cantonnement, nous sommes d'accord, au cantonnement et à la réinsertion, tout ce processus de DDR, et ensuite, si ce n'est pas possible que l'administration revienne, je prends le cas typique des nouvelles régions de Ménaka et de Taoudéni, c'est d'y installer des collèges transitoires, comme on le dit. Ça, au moins, ça se justifie puisqu'il n'y avait pas de conseil régional. Et maintenant, je pense que ça ne serait que trop facilité. Et nous aurons peut-être la réconciliation et la paix au bout. Nous sommes d'accord. Donc, moi, je pense que ça peut être fait. On peut rattraper la balle encore. D'accord, on peut rattraper la balle. Monsieur Firoun, le professeur dit, oui, le professeur dit, venons à l'accord. Je suis très content. Nous sommes dans l'accord. Donc, sur ce point, il n'y a pas de problème. Les autorités intérimaires, c'est une prédisposition de l'accord. Donc, c'est l'accord encore. Donc, il n'y a pas de problème.
Là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'il faut qu'il y ait un support de communication, gouvernement, peut-être mouvement, pour peut-être mieux partager avec la population à la base, pour les faire comprendre les réalités, les tenants et les aboutissements des dispositions qui sont dans les autorités intérieures pour que les gens se comprennent. On cherche la puce quelque part où il n'y en a pas. Deuxièmement, je suis d'accord avec lui que si nous, mouvements, nous avons pris la responsabilité au nom des populations, que vous dites certaines, et que nous pensons effectivement, c'était de partager avec elles. C'était ça notre disposition. Et si aujourd'hui le cas n'est pas là, je suis totalement d'accord avec toi, que je m'inscris dans cette logique, que je ne peux pas cautionner, que moi, je ne partage pas avec la base pour dire X et Y est soutenu par la base avant que je le retienne en haut. Sur ce point, nous nous entendons. C'est une solution et ça, je suis régalien républicain, je l'ai déjà dit. Merci bien. D'accord. Donc l'accord ne divise pas. Il crée l'accord fait des désaccords, hein, mais sur cette note d'optimisme, on va... Merci Monsieur Ibrahim Ikassa Mega. Merci Firon Mega. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de rester fidèle au programme de Africable Télévision. Merci.